Aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de bons jeux, mais là-dedans, il y en a deux qui se sont particulièrement démarqués. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le Quoi de neuf du mois de janvier. Alors le Quoi de neuf qui est un segment, comme avec le throwback, que j'adore faire parce que on passe en revue les jeux qu'on a joués ce mois-ci. Et là, bon, je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Ce mois-ci, j'ai joué beaucoup moins qu'à l'habitude. J'ai comptabilisé un total de 27 parties avec 16 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Bon, première fois, je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est. Donc, dans la liste des jeux, là, je ne parlerai pas nécessairement de tous les jeux que j'ai joués, mais j'en ai isolé quelques-uns dont je voulais vous parler. Et je commence immédiatement avec un petit jeu qui s'appelle Mignon Glouton. Alors, Mignon Glouton est la version française d'un jeu qui s'appelle Yummy Yummy Monster Tummy, qui est un jeu qui est sorti par Lucky Duck Kids. C'est en fait un jeu qui est une pseudo-réédition d'un jeu un peu underground, un peu indépendant, pas trop connu, qui s'appelle Soviet Kitchen, qui est d'ailleurs un jeu que Vincent, notre ancien collègue Vincent de la chaîne, nous avait déjà fait jouer à JP et moi. On avait trouvé ça so-so. Mais Mignon Glouton reprend la sauce avec un côté, un petit côté vraiment mignon, on s'entend, ça le dit dans le titre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu qu'on doit jouer avec une application, donc sur une tablette. On va avoir des cartes avec différentes couleurs et on va devoir tenter de nourrir des petits monstres. Pour les nourrir, on va devoir prendre une carte, la scanner sur le lecteur et il va manger. Donc, en gros, il y a un monstre d'une certaine couleur. Toutes les cartes qu'on a sont dotées d'une couleur différente et on va devoir donner des cartes, un certain nombre de cartes au monstre, de manière à ce que le mélange de ces couleurs-là soit le plus près de sa couleur à lui. Donc, c'est un jeu d'association de couleurs. Donc, c'est certain que si on a une carte rouge et on a une carte jaune, on s'entend, ça va faire du vert, mais plus souvent qu'autrement, on va essayer de lécher une teinte de bleu, donc on va y aller avec du vert, du bleu ou les cartes qu'on va avoir en main. Avec ça, il va falloir faire attention parce que certains monstres n'aimeront pas les vitamines, donc certaines cartes ont un petit icône de vitamines. C'est des cartes qu'on va pouvoir y aller doser, disons, tranquillement. Et là, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que il y a des tableaux, donc il y a différents, on peut avoir un certain nombre d'étoiles, et ensuite de ça, on va débarrer des nouvelles cartes qu'on va rajouter au paquet. Il va y avoir des nouvelles habilités, on n'a pas encore terminé, mais je trouve ça intéressant ce que ça l'ajoute. Donc, premièrement, c'est certain, c'est un jeu très familial. Donc, on s'entend, hein, le petit monstre qui mange, il fait un petit burp après. Mon fils trouvait ça bien drôle, mais ultimement, c'est un jeu que moi-même, je trouve intéressant. Bon, c'est certain qu'il faut trouver la bonne couleur avec les cartes qu'on va avoir en main, mais c'est un jeu qui est simple, qui passe bien, et je trouve que la présentation est vraiment, vraiment réussie. Ceci dit, lorsque j'avais joué à Soviet Kitchen, j'avais trouvé ça un peu bizarre, c'est comme une espèce de cuisine un peu louche qu'on faisait, et là, avec le thème qu'ils ont ajouté, le fait que ce soit vraiment conçu comme un jeu comme très familial, j'ai trouvé que ça passait très bien. Donc c'est certain que c'est pas le jeu que je vais sortir en gamer, mais les enfants ont adoré, puis pour ça, là, ils me demandent de jouer. Et là, d'habitude, bon, on sort pas la tablette la semaine, mais pour faire une petite partie de Mignon Glouton, papa fait une exception de manière à ce qu'on puisse passer, faire des belles parties et avancer aussi, parce qu'on est curieux de voir qu'est-ce que les prochaines cartes vont nous apporter. Donc, ça reste un jeu qui est très léger, mais ça passe très très bien et ça a été un hit en famille. Je continue avec un autre jeu qui est très familial aussi, qui s'appelle Bellum Magica. Alors, Bellum Magica est un jeu que j'avais très hâte d'essayer. J'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu où on va incarner le rôle d'un méchant seigneur du mal. Et là, on va devoir recruter des gobelins et des petits monstres de manière à pouvoir aller piller le village. Bon. Ça, c'est le thème, mais c'est fait dans un visuel très, très cartoony, très, très léger, très, très amusant. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Eh bien, on va avoir un plateau, et là, dans notre plateau, on va placer des cartes à gauche et à droite qui vont nous donner certains icônes. On va rouler un dé, et là, tous les joueurs vont pouvoir regarder la ligne sur leur plateau et d'activer les icônes, donc de recevoir des ressources, de recevoir également des épées qui vont servir à attaquer. Les autres joueurs peuvent faire en sorte qu'un joueur reroule le dé en utilisant des tonneaux, et le joueur également peut rerouler des dés selon certaines conditions. Donc, en gros, on va essayer justement d'aller chercher les bons icônes, et le but, c'est d'aller chercher des coffres. Parce que la partie se termine lorsqu'un joueur a 10 coffres, et ensuite de ça, on va procéder au décompte. Ce qui est amusant, c'est que les coffres ont une valeur pas certaine, donc une valeur cachée. Donc, les petits coffres de base vont valoir 1 ou 2 points, les moyens vont valoir 2 ou 3 points, et les plus grands coffres vont valoir 4 ou 5 points. Et là, c'est une espèce de petite course aux coffres. On a un peu de take that, on va pouvoir voler des coffres aux autres
autres joueurs, mais c'est fait de manière pas trop agressive parce que lorsqu'on va voler un joueur, il va recevoir un jeton de défense, donc essentiellement, il va avoir une plus grosse défense. Ça reste un jeu très familial ou encore très léger. J'ai joué à 2 joueurs avec un ami et ça nous a pris quoi, même pas 10-15 minutes faire une partie. C'est petit, c'est punché, un peu de take-that, mais ça se fait bien. Je trouve que le matériel est très beau. Je trouve ça le fun là, de construire un peu son plateau avec les cartes à gauche et à droite. Donc on a une décision, savoir quand on recrute une carte, quel côté on va la mettre. J'ai trouvé ça très sympathique. Un jeu très léger, mais si ça peut vous plaire, je vous invite à acheter un coup d'œil. Je continue avec un jeu qui est absolument magnifique, qui s'appelle Canopé. Alors, Canopé est un jeu qui est issu du design graphique de Vincent Dutray, qui est un artiste que j'adore. C'est un jeu très zen. Lorsqu'on le regarde, c'est vraiment paisible et c'est un jeu qui est vraiment joli. Mais là, en plus d'être joli, hein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de draft où on va devoir tenter d'aller chercher certaines cartes de manière à construire un tableau. Donc, on va avoir des arbres qu'on va pouvoir avoir, des cartes d'arbres, et là, on va pouvoir placer à l'arrière des cartes de tronc pour faire grandir notre arbre. Et éventuellement, on va avoir un dessus, essentiellement les feuilles, qu'on va placer pour marquer des points à la fin des saisons, donc les rounds. J'ai trouvé que le jeu était, bon, c'est un gros paquet de cartes qu'on va séparer en 3 pour 3 saisons. Donc, ça se pourrait que la division des cartes, il y a le hasard qui pourrait faire en sorte que ça se pourrait, vu que le jeu a énormément de set collection, donc de collection d'ensemble, donc des plantes qu'on va collectionner, des animaux aussi. Ça se pourrait que on n'ait pas ce qu'on veut nécessairement dans la même saison, parce que bon, les cartes sont vraiment toutes d'une pile, sont pas divisées par saison de manière à ce que ce soit divisé égal, mais c'est un petit jeu qui est relativement léger, très très zen, donc on va essayer d'aller chercher des cartes, on va essayer d'aller marquer le plus de points possible, et à la fin des saisons, on va défausser nos plantes, toutes les cartes de faune, de flore, pardon, qu'on va avoir, et les animaux, donc la faune, on va les garder avec nos arbres. Donc, on va essayer d'aller chercher des points. J'ai trouvé que c'était un jeu qui passe très bien. C'est pas un grand jeu. C'est une petite boîte, c'est un petit jeu très zen. J'ai trouvé que le design visuel est vraiment incroyable. Et bon, j'ai joué seulement à 2 joueurs pour l'instant. J'ai trouvé que le système de draft à 2 joueurs était très intéressant. On va avoir des cartes, et là, il y a 3 espaces, si on veut. Le premier espace a une carte, le deuxième a 2 cartes, le troisième a 3 cartes. Donc, le joueur, à son tour, prend l'espace numéro 1, regarde les cartes et choisit. Est-ce qu'il va conserver toutes les cartes? Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des cartes qui sont négatives à l'occasion. Donc, si jamais il choisit de ne pas les prendre, il va les replacer là et rajouter une carte par-dessus. Il va prendre le deuxième paquet, regarder les 2 cartes pour l'instant, choisir, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il va prendre le paquet, on va replacer avec une carte. Donc, les endroits 1, 2, 3 n'auront pas toujours le même nombre de cartes. Et il y a certains effets qui permettent de regarder, de pouvoir conserver des cartes, etc. Donc, en gros, c'est vraiment, on va laisser grossir les paquets jusqu'à temps que ce soit très intéressant, mais des fois, il va y avoir des cartes négatives qui vont se cacher. Donc, ça reste un jeu intéressant. J'ai hâte de jouer à 3 ou 4 joueurs, mais même à 2 joueurs, j'ai trouvé que c'est un beau petit jeu très zen. Et d'ailleurs, c'est un thème qu'on retrouve vraiment souvent. Le thème de la nature, dernièrement, bon, Cascadia, Meadow, il y a Parks, il y a tellement de jeux qui sortent. Je pense que c'est un top que je devrais faire, mon top des jeux zen, des jeux de la nature. Une petite idée comme ça. Je continue avec un jeu un peu plus sérieux. Hein? C'est le jeu Corrosion. Alors, Corrosion est un jeu que j'avais très hâte d'essayer parce que c'est un jeu qui va avoir un système de engine building. Oh! L'engine building, c'est toujours dans mes cordes. Donc, j'aime ça avoir des jeux qui me permettent de pouvoir construire un certain plateau, activer des choses et faire des combines. Moi, c'est quelque chose que j'adore, avoir des tours qui me font sentir intelligent, des tours où je réussis à aligner des combines, hey, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le jeu de société. Corrosion le fait, mais c'est drôle parce que avec le thème corrosion, ça le dit, on va faire une machine, mais il y a des parties qui vont rouiller. Donc, on a une roue qui va tourner et lorsque la roue va arriver à certains endroits, il y a certains morceaux de notre machine qui vont se détruire. Donc, à part les pièces de chrome qui sont des pièces qui vont résister, sinon, on a une espèce de petit dosage de temps à gérer avec ça. Le temps, utiliser nos machines au moment opportun, du même titre que lorsque la roue va tourner, il va y avoir certaines habilités qui vont s'activer lorsqu'on va faire le tour au complet. Et c'est un concept que j'adore, le temps dans le jeu de société. Ça ramène une autre dimension. Ça amène un petit quelque chose de planification que j'ai vraiment trouvé très, très intéressant. J'ai pas beaucoup joué encore. J'ai simplement joué une partie en solo et une partie à 2 joueurs. C'est un jeu que j'ai très hâte de rejouer parce que le jeu avait beaucoup de petites boîtes qui m'intéressaient. Il tique un petit peu plein de petits éléments que j'aime dans le jeu de société et j'ai trouvé que la qualité de production était très belle. Donc, c'est vraiment un jeu qui va gagner à être rejoué. Ceci dit, j'ai pas énormément joué, mais j'ai vraiment apprécié là, ce que j'ai vu pour le moment. Le prochain jeu sur la liste est le jeu Cape May. Alors, Cape May est un jeu qui a un très beau visuel, une belle présentation, a des belles petites maisons en plastique. Moi, j'aime toujours ça, le concept de construction de ville, j'aime ça. Mais en fait, Cape May est un jeu de
de majorité. Donc, on va devoir construire des maisons. En fait, on va se déplacer avec notre personnage sur des rues. Et là, lorsqu'on va arriver à côté de certains lots qui sont vides, on va pouvoir construire des maisons. On va également pouvoir avoir des upgrades, donc faire des mises à jour pour pouvoir justement mettre des commerces, des maisons, et également éventuellement mettre des landmarks. Donc, on va surélever, on va mettre la maison dans un petit socle. Et là, selon les valeurs qu'on va avoir, ça va nous rapporter de l'argent. Et ça va également compter pour les concepts de majorité. J'ai trouvé le jeu marche avec un système de cartes pour se déplacer. Donc, il y a certaines cartes qu'on va pouvoir jouer, qu'on va devoir payer de l'argent. Donc, les cartes pour se déplacer très rapidement ou très lentement parce que des fois, on va vouloir bouger juste un petit peu pour acheter des lots dans différentes zones de manière justement à aller chercher les majorités. Donc, ça va faire en sorte que les joueurs vont se déplacer et vont tenter justement de s'établir un peu partout sur le plateau de jeu. J'ai trouvé que le jeu était intéressant. J'ai joué en solo seulement. Je pense que c'est un jeu qui gagnerait à être joué à plusieurs. Je l'ai aimé, mais j'ai pas un méga coup de cœur. Et encore une fois, c'est rien de négatif par rapport au jeu. J'ai joué une partie en solo qui doit être le pire compte de joueurs possible avec ce jeu-là. Donc c'est un jeu qui gagne à être joué à plusieurs à cause de l'effet de majorité. En solo, ceci dit, j'ai quand même trouvé ça bien parce que bon, il y a beaucoup de maisons qui popaient pour l'adversaire. Mais ça reste un jeu que j'ai fini par mettre de côté parce que je me suis dit, bon, j'ai tellement de bons jeux de ces temps-ci à jouer que il y a quelque chose qui n'a pas cliqué avec Cape May pour moi. Mais encore une fois, bon, si jamais vous y avez joué, gênez-vous pas à marquer là dans les commentaires, j'aime toujours ça, lire votre avis sur le jeu parce que, comme je dis, là, j'ai pas eu l'occasion de le découvrir vraiment. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu que j'avais très hâte d'essayer, malgré le fait qu'il y a eu des critiques un peu négatives autour de moi. C'est le jeu The Hunger. The Hunger a un pitch de vente vraiment génial. Un deck builder avec des airs de Clank, un petit élément de push your luck designé par Richard Garfield. Moi, quand on m'explique cette espèce de pitch de vente-là, je trouve ça vraiment super. Un jeu qui nous propose de faire des combos de cartes, des choses comme ça, un thème que j'aime beaucoup. Mais lorsque j'ai joué, j'ai trouvé ça bien. Je sais que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont joué, qui ont vraiment pas aimé ça. Je suis pas prêt à dire que j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que le jeu était intéressant, mais ce que je me questionne souvent, c'est que le jeu va être comparé à Clank, hein? Parce que Clank, c'est vraiment ça, on a un élément de push your luck, on va se déplacer et après ça, il va falloir revenir au bercail. Même chose dans The Hunger, on va avoir justement un jeu de deck building, on va avoir une espèce de plateau avec la crypte et on va se déplacer un peu plus loin du village de plus en plus, mais à la fin, avant que le soleil se couche, il va falloir revenir de manière à pouvoir justement être en sécurité. Mais là, bien entendu, plus on va loin et plus on va avoir certains bénéfices, des choses comme ça. Donc on a vraiment un petit côté là, à jauger, à savoir c'est quand le bon moment, le moment opportun pour revenir. C'est beaucoup de choses que Clank faisait déjà et je crois que Clank les fait probablement mieux. Encore une fois, je suis pas le fan numéro 1 de Clank. C'est un jeu que j'ai eu la version InSpace, j'ai fini par vendre les deux jeux, mais je pense que The Hunger m'a donné le goût peut-être de réacquérir Clank ou peut-être même d'essayer Clank Legacy. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ça reste que The Hunger avait beaucoup de potentiel qui tombe un peu à plat, je crois. Je pense que les critiques autour de moi, les gens autour de moi avaient pas tort en disant que c'est un jeu qui tombe un peu flat. Du moins, mon avis. Encore une fois, si vous avez un avis différent, gênez-vous pas de me le dire. Je continue. Bon, là, je parle de nouveautés. Et le jeu que je vais continuer est un jeu qui est officiellement nouveau. C'est parce que j'avais jamais pris le temps d'écrire mes parties à ça et je devais ne pas y avoir joué depuis quoi? Depuis plus que presque, écoute, je pense que depuis presque 30 ans, je n'avais pas joué à ce jeu-là. Je vous parle de Battleship. Oui, je vous parle de Battleship sur la chaîne. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, y a-t-il vraiment des gens qui savent pas c'est quoi Battleship? Du moins, la bataille navale, le bon vieux Battleship. En fait, c'est drôle parce que j'ai vu le jeu en vente à un prix ridicule sur Amazon et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça avec ma fille. J'aurais envie de jouer à Battleship, un classique, là, un vieux classique qui, malheureusement, a peut-être pas nécessairement le jeu qui a le mieux vieilli du monde, mais ça reste quand même mieux que Monopoly, dans mon cœur à moi. Battleship reste, on dit, un classique ludique. Ça reste un vieux jeu. Je dirais que le peu de stratégie vient du fait de comment annoncer ses attaques. Donc, si jamais je vois qu'il reste juste des bateaux à 3, je vais essayer d'y aller avec un quadrillé. Encore une fois, je perdrai pas trop mon temps sur Battleship, mais ça reste que ma fille a adoré Battleship et elle me demande d'y rejouer à l'occasion. Donc, bon, que voulez-vous, hein? On va y faire plaisir, on va jouer à un vieux classique. Ça reste drôle quand même. Mais là, après avoir parlé de Battleship, on va changer de registre et pas à peu près. Les deux prochains jeux que je veux vous parler sont des jeux qui sont probablement hissés dans le top de mes jeux qui sont sortis en 2021. Bon, je dis sortis en 2021. Souvent, lorsque je vais faire des tops ou que je vais faire des vérifications, je vais me baser sur BGG. Je vais me baser sur la date de sortie de BGG. Il y a certains jeux qu'on n'a pas nécessairement reçus encore.
Le premier jeu que je vais vous parler est un jeu qui est essentiellement sorti en 2021, un Kickstarter, mais que, bon, les boutiques en ont pas trop reçu. J'ai réussi à me trouver une copie dans une boutique dans une autre province que j'ai fait importer parce que j'avais vraiment hâte d'y jouer. Magnate, The First City. C'est drôle, si je veux faire un petit parallèle à ce que je disais tantôt. Je pense que c'est ce que Monopoly aurait voulu être en tant que jeu de société. Non, c'est pas un jeu qui ressemble à Monopoly, mais le thème. Donc, en gros, dans Magnate, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeu de gestion économique, c'est un jeu économique de gestion immobilière. Donc, on va devoir acheter des terrains, construire des bâtiments, attirer des gens pour venir habiter dans nos bâtiments, et vendre en essayant de faire un maximum de profit parce que la partie va se terminer lorsqu'il va y avoir un crash immobilier. Donc, on va avoir une petite jauge qui va descendre à chaque tour de manière un peu aléatoire selon certaines cartes de risque qui vont arriver et ça va faire en sorte que la petite bulle immobilière, parce qu'au départ, les terrains valent vraiment pas cher et plus ça va aller, plus les terrains vont monter et là, on va pouvoir essayer justement d'étirer un peu, mais à un moment donné, ça va nous prendre de l'argent, donc on va vendre des terrains, en fait, le terrain avec la bâtisse, et on va faire de l'argent. Lorsqu'on a vendu, il n'y a pas les autres joueurs, ils ne peuvent pas racheter ou quoi que ce soit. Lorsqu'on a vendu, on a fait ce qu'on avait à faire, on a retiré l'argent et on va essayer de réinvestir de manière à lever des plus gros bâtiments. J'ai trouvé que le jeu essentiellement est très simple, une présentation vraiment incroyable, un design vraiment super. Et là, je trouve ça vraiment incroyable parce que James Naylor, c'est son premier design. Naylor Games, la compagnie qui a fait, c'est ses premiers projets et ils ont vraiment frappé dans le mille. Parce que oui, bon, il y a une présentation des belles petites maisons, vous voyez les photos, là, c'est du tape à l'œil, mais c'est un bon jeu, c'est un jeu qui est intéressant, qui a des décisions intéressantes. Les terrains vont arriver, on va devoir essayer de trouver les meilleurs terrains qui vont arriver de manière aléatoire un peu. On va essayer de trouver certains endroits parce que, bon, en gros, la valeur des terrains va être influencée par les terrains autour qui vont donner des modificateurs. Ça me fait penser un peu à un mélange de Suburbia parce que, bon, certains, les industries vont avoir +1, on va regarder autour et on va essayer de placer justement, bon, les maisons pas loin d'un parc, ça va donner un modificateur positif. Et là, après ça, on a vraiment, c'est un jeu qui tire tellement à gauche et à droite dans tout ce que j'aime. Encore une fois, contrairement à d'autres, c'est pas un engine builder, c'est vraiment un jeu tactique. On va devoir se réajuster au quart de tour. On va essayer de devoir réagir constamment. Mais surprenamment, c'est un jeu qui dure environ, je dirais, mes parties à 2 joueurs ont duré 1 heure. J'ai hâte de jouer à plusieurs joueurs parce que je pense que c'est un jeu qui va gagner avec l'interaction qu'il va y avoir avec les autres joueurs qu'on va faire. Parce que oui, si le joueur construit certains types de bâtiments, ça va bénéficier à nos bâtiments autour. C'est un jeu qui est vraiment génial. D'ailleurs, là, je vous en parle. Je pense que je vais vous faire une vidéo parce que ce jeu-là est vraiment tombé directement dans mes cordes. Magnate, The First City. Le seul bémol, c'est que malheureusement, le jeu est un peu difficile à trouver. Le jeu n'est pas vendu par les systèmes de distribution traditionnels. Je sais que leur site web, ils vendent directement sur leur site web, mais c'est malheureusement un jeu qu'on ne retrouvera pas dans toutes les boutiques. C'est un jeu également là, qui est seulement une version, un premier print Kickstarter, mais je crois qu'il y a du potentiel peut-être à avoir un prochain reprint parce que sérieusement, Magnate est vraiment, vraiment un jeu génial. Le prochain jeu que je veux vous parler, et le dernier jeu de la liste que je veux vous parler aujourd'hui, est un jeu qui est sorti en 2021. Le jeu n'est pas encore arrivé. Bon, je le sais, en Europe, vous avez eu le jeu avant, mais en Amérique, ce jeu-là se fait attendre. C'est le jeu Ark Nova. Ark Nova est un jeu absolument incroyable. Et là, je vous en parle parce que j'ai joué sur Tabletop Simulator. Et là, habituellement, les plateformes virtuelles, c'est un peu moins ma tasse de thé. Je dirais que j'ai joué un peu, là, bon, dans le début de la COVID, avec le confinement, etc. J'ai joué un peu, mais j'aime mieux le feeling de manipuler des pièces. J'aime être autour de la table, de parler avec les autres ou juste simplement de manipuler les pièces de jeu. Je préfère ça que de jouer sur un ordinateur. Mais j'avais tellement hâte de jouer à Ark Nova que je me suis décidé et j'ai fait déjà 5 parties sur Tabletop Simulator. Donc, Ark Nova est quoi? C'est un gros jeu. Premièrement, on ne se le cachera pas, c'est un jeu qui est assez costaud. C'est un jeu qui va probablement avoir un gros buzz quand il va arriver. Dépêchez-vous d'aller chercher les copies parce que ça va partir vite. C'est un jeu où on va devoir gérer un zoo. Et là, à la base, bon, on peut sembler penser que le thème du zoo va être assez léger, mais c'est un jeu qui va chercher un petit côté de engine, en fait, de tableau building. Donc, oui, du engine building, mais du tableau. Donc, le jeu se fait comparer à Terraforming Mars. Et je comprends pourquoi. Non, ce n'est pas un clone de Terraforming Mars, c'est un jeu bien à lui, mais c'est un jeu absolument incroyable. Faut pas s'attendre à un jeu léger parce que c'est un jeu à peu près dans le poids de Terraforming Mars. Mes parties sur TTS ont duré environ peut-être à 2 joueurs. Après une partie, là, ça a duré à peu près 2 heures. Fait que je dirais que peut-être un bon 2 heures solide, là, certain que c'était sur le virtuel, mais c'est un jeu qui va qui m'a vraiment flabbergasté. C'est possiblement le meilleur jeu de l'année 2021, même si l'année est déjà finie et que le jeu n'est pas sorti.
physiquement encore, mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce jeu-là. Donc, en gros, qu'est-ce qui fait en sorte que Ark Nova est si exceptionnel que ça? Parce que j'en parle déjà avec beaucoup de monde, déjà sur les réseaux sociaux, et je suis vraiment, le hype meter est dans le fond, et pas simplement que du hype. J'y ai joué, j'ai adoré, et c'est un jeu qui va potentiellement faire mon top 5, top 10 facile. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si génial que ça? Ça reprend beaucoup d'éléments de Terraforming Mars. Donc, on a un positionnement sur un plateau personnel, cette fois-ci, avec des cartes qu'on va jouer qui vont venir interagir. Donc, l'aspect tableau building de Terraforming Mars. On a également l'aspect du jeu Rajas of the Ganges, où on devait, pour terminer la partie, rejoindre 2 pistes. Donc, on va avoir la piste d'en haut, la piste de conservation, et la piste du bas, je l'appelle l'étiquette. Fait que bref, lorsque les 2 pistes vont se relier, ça va déclarer la fin de la partie et c'est le joueur qui va réussir à faire le plus grand écart entre les deux. Donc, il y a des parties, c'est pas nécessairement un nombre de points fixes qu'on va avoir, mais c'est vraiment de réussir à rejoindre, donc d'attirer, d'avoir des étiquettes et d'avoir des projets de conservation. Et c'est ça qui va déterminer la fin de la partie. Donc, ça se pourrait que les joueurs fassent les choses vraiment différemment de manière à en arriver là. Et la troisième chose qui fait en sorte que le jeu se démarque, c'est le système d'action. C'est un système d'action qu'on retrouvait dans Civilization A New Dawn. Je sais que le jeu n'a pas été super populaire, mais en gros, on a 5 cartes d'action qui vont être placées, ils vont être numérotées de 1 à 5 selon l'endroit. Et lorsque je fais l'action numéro 5, je vais faire l'action avec un pouvoir très fort, mais ensuite je vais prendre la carte, je vais la glisser et je vais la placer au socle numéro 1. Et là, toutes les autres cartes vont glisser. Donc, les cartes vont avoir une force différente et on va tout le temps être tenté de vouloir utiliser la carte à son plein potentiel, mais à certains moments donnés, c'est pas ça qu'on a besoin. Donc, on va peut-être utiliser une carte à 3, une carte à 2, mais le problème, c'est qu'on veut essayer de faire monter nos actions. Et comme si c'était pas assez, en plaçant certaines choses sur notre tableau, on va réussir à débarrer des cartes qui vont être du côté upgradé, donc un autre côté qui va être encore plus puissant. Mais là, on a toujours le problème de dire qu'il faut faire nos actions de manière à ce qu'elles glissent, de faire glisser les actions. C'est un système d'action absolument incroyable. Et c'est drôle de dire que même si Ark Nova ne fait rien d'original, ne fait rien d'unique en tant que tel, c'est un ramassis de ces 3 jeux-là, je dirais, le résultat est incroyable. Donc, je sais que, bon, il y a du monde qui ont dit que, après ça, ils joueraient plus à Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est un jeu que j'adore, ça mettra pas au rencard Terraforming Mars, mais Ark Nova est décidément dans mes cordes, et de la minute que le jeu va sortir, je vais me précipiter pour aller chercher une copie. J'ai très hâte de l'avoir en ma possession, et comme je vous disais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros buzz aussi fort pour un jeu de société, donc c'est certain que c'est un jeu qui faut se hisser très haut dans mon palmarès. D'ailleurs, je veux savoir, vous, est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer à Ark Nova? Je sais qu'en Europe, le jeu est arrivé, je crois, je sais pas exactement là, depuis quand, je sais qu'en Amérique, il se fait tarder un peu, mais j'aimerais bien savoir vos commentaires, parce que moi, ça me fait vraiment triper. Donc, ça fait le tour des jeux que je voulais vous parler. Encore une fois, gênez-vous pas dans les commentaires. Je le répète souvent, mais j'aime vraiment ça, pouvoir interagir avec vous, savoir qu'est-ce que vous en pensez, savoir quelles sont vos expériences d'humour. Également, c'est quelque chose que j'aime beaucoup savoir. Donc, c'est toujours très agréable de pouvoir justement discuter avec vous. Et si jamais vous voulez nous encourager, je vous invite à le faire via la plateforme Patreon. Vous allez retrouver d'ailleurs dans la description de la vidéo quel lien prendre pour pouvoir nous encourager. D'ailleurs, parlant de nos Patreons, je tiens à remercier Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Amélie Lantier, David Favre, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et Marc Boudreau. Merci beaucoup de nous supporter, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien qu'attendez-vous? Faites-le! Mais d'ici là, j'espère que vous allez passer un bon mois. Donc c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!